Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui est l'introduction au chapitre 6 du programme, qui est notre premier chapitre de géologie. Et cette introduction consiste en fait en des révisions du programme de première S. Alors la première chose à réviser dans ce programme, c'est la structure de la Terre. C'est Monsieur Wegener qui a trouvé la structure de la Terre actuelle telle qu'on la connaît, grâce notamment avec des études sismiques. Alors, ces travaux ont permis d'établir que la Terre avait une structure concentrique, c'est-à-dire composée de plusieurs enveloppes les unes autour des autres. Ces enveloppes, on peut les distinguer selon plusieurs critères. Le premier critère, cela va être la chimie, c'est-à-dire la composition chimique des roches qui composent l'enveloppe et donc de leur nature minéralogique, puisque les minéraux sont des assemblages d'atomes. Alors sur ce critère chimique, on va ainsi distinguer tout d'abord la première enveloppe qui est la croûte, en vert et en orange sur le schéma. Cette croûte est composée dans sa partie océanique, vous le savez depuis l'an dernier, de basalte et de gabbro, qui sont des roches riches en silicium et en magnésium. La composition de la croûte continentale, en orange, vous ne la connaissez pas encore, ce sera vu cette année en terminale. La deuxième enveloppe qu'on distingue selon le critère chimie, et donc qui a une chimie différente de la croûte, c'est l'enveloppe du manteau, qui est ici en vert, rose et puis en violet. Le manteau est composé d'une seule roche qu'on appelle la péridotite. La limite entre la croûte et le manteau, ici en rouge, est appelée Moho, pour discontinuité de Mohorovicic, qui est le géologue qui l'a mise en évidence par des études d'ondes sismiques réfléchies par cette discontinuité. La profondeur du Moho est d'environ moins 8 km sous les océans. Vous savez ça depuis l'an dernier. Vous allez découvrir cette année qu'il est plus profond ce Moho sous les continents. Et sa profondeur, vous la verrez et vous la calculerez. Enfin, la dernière enveloppe qu'on distingue de la croûte et du manteau sur le caractère chimique, c'est le noyau qui est en fait composé de métaux comme par exemple le fer. La limite entre le manteau et le noyau, on l'appelle discontinuité de Gutenberg et cette discontinuité est environ à moins de 2900 km de profondeur. La deuxième manière de séparer des enveloppes dans notre Terre, c'est d'utiliser le critère physique, c'est-à-dire le comportement de l'enveloppe. Si elle est liquide ou ductile, ça veut dire qu'elle est déformable, un peu comme du miel ou de la pâte dentifrice, ou alors rigide. Là, à ce moment-là, elle a un comportement cassant. On va ainsi tout d'abord distinguer la lithosphère de l'asténosphère. La lithosphère, c'est l'enveloppe superficielle qui est rigide et donc cassante, et elle est découpée en plaques lithosphériques, composées de la croûte, dans leur partie supérieure, ici, et puis d'un morceau de manteau superficiel. Et ensuite, en dessous de la lithosphère, il y a l'asténosphère, qui, elle, est une enveloppe ductile, et elle est composée de manteaux, le manteau qui se trouve en dessous de la lithosphère. La limite entre la lithosphère et l'asténosphère, on l'appelle la LVZ, pour Low Velocity Zone. C'est une zone très ductile où les ondes sismiques ralentissent fortement. C'est ainsi qu'on l'a mise en évidence. On distingue aussi sur le critère du comportement physique un noyau externe en orange saumon d'un noyau interne en jaune. Le noyau externe a un comportement liquide, vraiment liquide, ce n'est plus ductile, et le noyau interne, qu'on appelle aussi graine, a lui un comportement rigide. La limite entre ces deux enveloppes, noyau externe et interne, c'est la discontinuité de Lehmann, mais on ne se resservira pas vraiment de ce nom cette année. Voici pour la structure de la Terre telle que vous devez la connaître. Voyons maintenant les caractéristiques du domaine océanique, ici, que vous avez bien détaillé en première S. Alors, tout d'abord, ces caractéristiques, on les a comprises grâce notamment à Wegener. Alors, il a utilisé une analyse statistique des altitudes terrestres qui vous donne cette courbe-là. Et on observe que sur cette courbe, donc la vraie courbe, c'est la courbe bleue, la courbe observée. Cette courbe est une courbe bimodale, c'est-à-dire qu'elle a deux maximums. L'un d'altitude environ plus 400 mètres, qui correspond à l'altitude des plaines continentales, et puis l'autre à l'altitude moins 4500 mètres, donc au-dessous du niveau de la mer, et qui correspond à la profondeur des plaines abyssales. Ce résultat a été utilisé par Wegener pour prouver, et c'était pas forcément facile de le
formulée au début, pour prouver que le domaine continental et le domaine océanique n'avaient pas la même nature chimique, donc pas la même densité. En effet, à l'époque de Wegener, c'était les explications fixistes qui dominaient et qui permettaient d'expliquer les océans. On expliquait que les océans étaient en fait des morceaux de continents qui s'étaient effondrés. Alors que pour Wegener, le fond des océans n'est absolument pas constitué de la même roche que les continents. Pour lui, le fond des océans, c'est du cima, donc un matériau riche en silicium et magnésium, tandis que les continents, c'est du sial, un matériel riche en silicium et aluminium. En fait, si les océans n'étaient que des parties de domaine continental effondrées, comme le voulaient les modèles fixistes qu'on acceptait à cette époque, eh bien alors, statistiquement, la répartition des altitudes serait une courbe unimodale, une courbe gaussienne à un seul maximum. Ce n'est pas ce qu'on observe, la courbe observée bleue à 2 maximum, donc Wegener s'est servi de ça pour prouver une différence de chimie et donc de densité entre le domaine continental et le domaine océanique. Le programme de première S s'est attaché à décrire la chimie du domaine océanique, vous la connaissez maintenant. Vous savez que la croûte océanique est ainsi composée de 2 roches magmatiques, le basalte à gauche et le gabbro. Ces 2 roches sont issues du même magma, donc elles ont la même composition chimique, et donc forcément la même composition minéralogique. Cette composition minéralogique, c'est principalement des minéraux de plagioclase et de pyroxène. On peut aussi trouver un petit peu d'olivine. Mais ces 2 roches n'ont pas la même structure, on dit aussi la même texture. Le basalte, par exemple, il a eu un refroidissement rapide en surface, au contact de l'eau de mer. Il a donc une texture microlithique. On peut l'observer aussi bien à l'œil nu. Vous voyez que le basalte est principalement composé de cette pâte gris foncé, dans lequel je vois des tout petits cristaux blancs, petits cristaux qu'on va appeler microlithes. La pâte noire, gris foncé, est appelée le verre. Je le retrouve aussi quand j'observe la roche au microscope, ici en lumière polarisée analysée. Je vois du noir. Ce noir, c'est du verre, et puis des tout petits cristaux. Quelques grands cristaux un peu plus grands, ce sont les microlithes que je vais voir à l'œil nu dans ma roche, mais sinon tout le reste, c'est du verre mélangé à des tout petits cristaux. Le basalte, on va donc dire, grâce à cette texture qu'il a une texture microlithique, on va dire que c'est une roche volcanique. Par contre, pour le gabbro, lui, il a eu un refroidissement en profondeur. Donc tous les minéraux du gabbro ont eu le temps de bien cristalliser. On va donc cette fois-ci parler de texture grenue et non plus microlithique. Vous voyez, à la fois ici, en macro, je vois plein de minéraux, des noirs, des gris, des blancs. Toute la roche est constituée de minéraux bien identifiables à l'œil nu. Et puis en microscopie, chaque minéral, le contour de chaque minéral touche un autre minéral. Tous les cristaux, tous les minéraux ont cristallisé. Le gabbro a donc une texture qu'on appelle grenue, je l'ai dit, et les roches grenues, on les appelle des roches plutoniques. Donc, je récapitule, à partir du même magma, un refroidissement rapide donne une texture microlithique et on va appeler ça une roche volcanique, par exemple le basalte. Un refroidissement lent donnera une texture grenue, donc une roche plutonique, c'est-à-dire le gabbro dans la croûte océanique. Basalte et gabbro, ou roches volcaniques et plutoniques, sont des roches magmatiques. Grâce à ces 2 roches, le basalte et le gabbro, eh bien la densité de la croûte océanique est de 2,9. C'est un chiffre que vous avez dû voir l'an dernier. Ensuite, je peux vous faire une rapide révision de la minéralogie, mais vous la reverrez pas mal en TP. Si je prends par exemple une lame de gabbro où les cristaux sont bien visibles, je distingue dans cette lame principalement du feldspath et du pyroxène. Les minéraux feldspath, les cristaux de feldspath s'identifient, ce sont de longues baguettes avec des sortes de rayures qui peuvent être blanches, grises jusqu'à noires. Ces baguettes, on appelle ça, ces rayures, on appelle ça de la macle. Donc le minéral présente une macle. Et je distingue ainsi plein de feldspath dans cette roche. Ici, ce sont des feldspaths plagioclase. Vous verrez dans le TP, premier TP de ce chapitre, d'autres types de feldspath. L'autre minéral qui domine dans cette lame, c'est ici le pyroxène. Donc le pyroxène, je peux lui voir aussi
des sortes de fractures, fissures dedans, et ces fissures ont plutôt un angle entre elles, vous voyez. Ça fait des X. Ça, c'est caractéristique du minéral pyroxène. L'autre caractéristique, c'est la couleur. On va avoir des teintes vives en lumière polarisée analysée, du jaune, du bleu, du rose. Alors la difficulté vient qu'il y a aussi des petits minéraux d'olivine, mais beaucoup plus rares dans la lame. Ils ont la même couleur, les minéraux d'olivine, que le pyroxène. Par contre, ils ne vont pas avoir ces espèces de X au sein de leurs minéraux, et puis on va avoir l'impression qu'ils ont un contour plus épais, on va avoir l'impression qu'ils sont un peu plus en relief dans la lame. La différence n'est pas forcément facile à voir. Maintenant qu'on a terminé avec la chimie du domaine océanique, on va passer à son âge. Alors, pour connaître l'âge des roches qui constituent le fond de l'océan, qui sont du basalte, eh bien on peut utiliser par exemple les sédiments qui recouvrent ce basalte. En effet, dès du basalte ou du gabbro est mis en place dans l'océan au niveau de la dorsale, il va être recouvert petit à petit par la sédimentation marine. Donc grâce à l'analyse de l'âge des roches sédimentaires, par exemple on utilise les fossiles qu'il y a dans les roches sédimentaires, on peut connaître l'âge de la croûte océanique. Et vous voyez que cet âge maximal, on va le trouver par exemple au large des États-Unis ou de l'Afrique, on peut le trouver au large du Japon aussi, et cet âge maximal n'est vraiment pas très vieux. Les océans sur Terre n'ont pas plus de 200 millions d'années. C'est un chiffre que vous aviez dû voir l'an dernier. Enfin, dernière chose pour caractériser le domaine océanique, je peux parler de ses reliefs. Donc voici un profil du fond des océans. Vous pouvez imaginer l'Australie ici et puis l'Amérique du Sud ici. La majeure partie du fond des océans est occupée par ce qu'on appelle des plaines abyssales qui sont vers moins 4000 mètres de profondeur. Et de temps en temps, j'observe un relief. Par exemple, des îles volcaniques isolées qui forment des petits archipels. Ces îles sont liées à des points chauds. Ou alors des chaînes de montagnes qui culminent à moins 2500 mètres de profondeur, qui sont les dorsales. Il y a enfin des fosses qui sont des longs reliefs longilignes très profonds. Ils peuvent atteindre moins 10 km de profondeur. Ces reliefs sont liés à des mouvements tectoniques. Par exemple, la dorsale, cette chaîne de montagnes sous-marines, c'est en fait une chaîne de volcans sous-marins. C'est là où du magma remonte, et ce magma, en refroidissant, il donne le basalte et le gabbro. Pourquoi ce magma remonte ? Eh bien parce que c'est une zone où il y a des mouvements de divergence. Nous en arrivons donc à notre problématique du chapitre 5. On va se poser exactement les mêmes questions. Quelle est la nature des roches, leur âge, leur densité, les mouvements qui l'affectent, les reliefs, mais cette fois-ci pour le domaine continental. En effet, vous voyez que sur les continents, on a aussi des choses intéressantes à l'expliquer. Des chaînes de montagnes très hautes et impressionnantes, des fossés, des sortes de failles, des volcans qui existent aussi sur les continents, il n'y en a pas qu'au niveau des dorsales, et puis cette photo qui a été prise dans les Alpes, on voit des roches qui semblent plier les unes par rapport aux autres, donc des mouvements qui ont dû plier ces roches. Tout cela sera traité dans ce chapitre 5. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.